webinaire qui est consacré aujourd'hui à un thème majeur de la santé au travail, puisqu'il s'agit donc du cadre administratif des arrêts de travail, mais aussi de la prévention de la désinsertion professionnelle. Les arrêts de travail impliquent un cadre précis et indispensable pour sécuriser les salariés, mais aussi les employeurs. La désinsertion professionnelle, quant à elle, est un sujet de premier ordre, alors tant pour les salariés concernés, mais aussi pour leur entreprise, et puis bien sûr, plus globalement, pour le système de protection sociale. Nous verrons donc ces mécanismes et nous découvrirons comment la MSA s'implique et donc quels sont les dispositifs existants pour accompagner au mieux les salariés en difficulté. Ce webinaire va se dérouler comme toujours en 2 temps. Dans une première partie, nous allons regarder une vidéo et dans une seconde partie, les experts du jour qui sont avec moi, que je vous présenterai tout de suite après, vont approfondir ces notions et puis répondre évidemment à vos questions. Vos questions, donc, je vous invite à les poser dans le fil de conversation, bien sûr pour des raisons évidentes de confidentialité et de timing. Donc, on restera sur des sujets généraux et on ne rentrera pas dans les cas personnels. Alors aujourd'hui, Marie Archambault-Guyot, vous êtes avec moi. Bonjour, vous êtes médecin du travail et chef du service santé-sécurité au travail. Bonjour. Véronique Delaine-Charasson, médecin conseil chef du contrôle médical. Bonjour. Et ensuite, nous avons à distance, connecté à distance, alors Estelle Claverie de Midi-Pyrénées-Sud, vous êtes travailleur social en action sanitaire et sociale. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous entendez bien, Estelle. Oui, parfaitement. Vous aussi? Alors, Sylvie Desjantes, responsable de service indemnité journalière, maladie, maternité, paternité de Midi-Pyrénées-Nord. Vous êtes connectée également à distance. Oui, bonjour à tous. Bonjour Sylvie. Et Magali Arnal, expert législation indemnité journalière. Bonjour. Alors moi, je vous entends pas bien du tout. J'espère que nos invités vous entendent mieux. Voilà, vous me le direz sur le fil de conversation s'il y a un souci. Avant de débuter, je souhaite vous faire part d'un lien. Donc, c'est un questionnaire de satisfaction que je vous invite à compléter. Ça vous prendra quelques secondes. Et puis, c'est important pour nous pour améliorer la qualité de nos rendez-vous et répondre au mieux à vos attentes. Allez, nous lançons immédiatement notre vidéo. Je suis en lien avec votre travail, mais je ne suis pas un de vos collègues. Je travaille avec votre employeur, mais je ne lui révèle rien sur vous. Je ne suis pas un militaire, mais j'évalue vos aptitudes. Je suis un agent d'assurance. Perdu. C'était le médecin du travail. Vous perdez l'intégralité de vos indemnités journalières. Oh, c'est pas long. Oh bah, désolé mon vieux. Ouais, pas de bol. Hein. Ouais. Alors, ce n'est pas une interro, vous pouvez évidemment vous entraider. Il y a différents professionnels qui peuvent vous accompagner pendant votre arrêt de travail. Les connaissez-vous? Le médecin traitant. C'est lui qui s'occupe de moi, de mes enfants. Oui, c'est lui qui m'a délivré mon arrêt de travail. Il a même fait ma déclaration de maladie professionnelle. Effectivement, il peut également vous orienter vers une visite de pré-reprise auprès de votre médecin du travail. Et d'ailleurs, le médecin du travail, selon vous, à quoi sert-il? C'est le médecin de la Sécu, non? Ah non, ça c'est le médecin conseil. Le médecin du travail et les infirmiers en santé au travail vont vous aider à adapter vous et votre entreprise dans votre poste de travail, en fait, à faire les aménagements nécessaires. Il va aussi vous guider dans des nouvelles pistes d'orientation selon vos compétences, vos expériences, etc. Ouais, mais moi par exemple, je suis pas salarié, moi je suis exploitant, moi. Du coup, j'ai pas droit, moi, au truc du médecin du travail? Ah, si, vous pouvez aller voir le médecin du travail si votre poste nécessite d'être adapté, un aménagement, si, tout à fait. Et il n'y a pas que lui, d'ailleurs. Ah bon? Et qui d'autre, alors? Eh bien, des conseillers en prévention, par exemple. Ils sont spécialisés dans ce genre de situation et ils peuvent venir sur une exploitation, par exemple.
Oui. Et nous, les salariés, on le rencontre comment, le médecin du travail? Ah, vous pouvez demander à le rencontrer pendant votre arrêt sans que votre employeur n'en soit informé, hein. On en a parlé tout à l'heure, mais il fait quoi le médecin de conseil? Alors, c'est un professionnel qui va évaluer votre état de santé et ouvrir les droits en fonction. Il valide ou non les arrêts de travail, par exemple. Ah bah c'est peut-être lui que je dois voir, vu que j'arrive à la fin de mon arrêt de travail. Oui, c'est tout à fait ça. C'est lui qui voit les droits auxquels vous pouvez prétendre. Et alors, comment je sais, moi, à quoi j'ai droit? Eh bien, justement, ça fait partie de mon travail de vous renseigner sur vos droits. Et à votre avis, en tant qu'assistante sociale, qu'est-ce que je fais d'autre? Vous, en tant qu'assistante sociale, vous contrôlez si on reste bien chez nous pendant notre arrêt de travail. Ah non, non, non. Ah, si, si. Ah non, 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 non. Non, je ne fais pas ça. Non, non. si. En revanche, je vous accompagne dans vos projets professionnels, dans vos envies, et puis je vous oriente vers les bonnes personnes pour vous accompagner. Ah ouais, comme qui, par exemple? Eh bien, connaissez-vous Cap Emploi, par exemple? Non. 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 Cap Emploi, ce sont des organismes qui sont là pour accompagner dans le maintien à l'emploi des personnes handicapées. Ouais, mais moi, je suis pas handicapé, moi, je marche, hein. Ah non, non, mais ça n'a rien à voir. Être travailleur handicapé, ça ne veut pas forcément dire fauteuil roulant. Ouais. Ça veut dire que si vous ne pouvez plus travailler comme vous travailliez avant, ça veut dire qu'il y a des séquelles, donc handicap. Ah bah ça veut dire que je suis handicapé alors. Ah bah là, tu vois, t'as bon, là. Et effectivement, pour avoir droit aux compensations, il faut avoir la RQTH demandée auprès de la MDPH. La RQTH? La RQTH, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Et la MDH? La MDPH. MDP? MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. C'est l'organisme qui, sur dossier, attribue la RQTH. Oh voilà, je te dis pas, la taille du dossier pour ce genre de truc-là. C'est rire. Ah, bah oui, il faut faire un gros dossier, quoi. Depuis le 1er juillet 2025, une nouveauté a été mise en place pour sécuriser les arrêts de travail. Sylvie, qu'en est-il exactement? Oui, effectivement, depuis le 1er juillet 2025, les arrêts de travail doivent être prescrits sur des imprimés CERFA sécurisés. Et il s'agit d'une obligation donc pour tous les professionnels de santé. Tout arrêt prescrit sur un autre formulaire que ces CERFA sécurisés ne seront pas recevables et aucune indemnité journalière ne pourra être versée. Le nouveau formulaire est difficilement falsifiable. Il a été conçu justement pour renforcer la sécurité, limiter la fraude et améliorer l'efficacité dans la gestion des documents administratifs liés à ces arrêts de travail. De plus, aucun arrêt de travail maintenant doit être déposé via l'espace privé MSA des assurés. Ils ne doivent pas non plus être envoyés par mail. Seuls les originaux seront recevables. Merci Sylvie. Magali, lorsque un salarié est en arrêt de travail, quelles sont ses obligations? Oui, en effet, le salarié a des obligations vis-à-vis de son employeur. Donc, les obligations, c'est d'adresser le volet 3 de son arrêt de travail papier ou le document que lui remet le médecin si c'est un avis d'arrêt de travail électronique. Ça, il faut qu'il l'envoie dans les 48 heures à son employeur. Et en cas d'hospitalisation, il envoie... Ah, on me dit que le son est très faible, c'est ça? Vous m'entendez pas bien? Non? Oui, on note que le son est très faible. Alors nous, en interne, effectivement, c'est pas très fort. Alors, je ne sais pas comment je peux l'améliorer. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que c'est mieux si je le mets comme ça ou pas du tout? Je C'est ne sais moi pas. Si vous voulez bien nous dire pas de changement. Pas de changement, ok. Je vais essayer de parler plus fort peut-être. Si je parle comme ça, c'est mieux. Oui, merci Magali. Voilà, je vais essayer de parler plus fort.
Donc, je disais, vis-à-vis de l'employeur, il faut envoyer dans les 48 heures le volet 3 de l'arrêt de travail, qu'il soit papier ou électronique. Et en cas d'hospitalisation, l'assuré doit donner le bulletin d'hospitalisation qui vaut arrêt de travail. Vis-à-vis du contrôle médical de la MSA, donc il doit adresser également dans les 48 heures le volet 1 et 2 de l'arrêt de travail papier. De l'arrêt de travail papier, parce que quand c'est électronique, il nous arrive directement. Je répète ce qu'a dit Sylvie précédemment, c'est que les arrêts de travail qui sont déposés sur l'espace privé du salarié ou qui sont adressés par mail ne sont pas recevables. Les arrêts de travail antidatés ou post-datés, c'est la même chose, ce n'est pas recevable. Et l'assuré doit veiller à ce que les éléments d'ordre médicaux soient bien indiqués sur son arrêt de travail. Il faut également respecter les horaires de sortie qui sont mentionnés sur la notice de l'arrêt de travail. L'assuré doit également informer le contrôle médical s'il doit sortir hors circonscription en indiquant la période où il sort et à l'adresse où on peut lui envoyer la convocation du contrôle médical. S'il doit sortir hors du territoire Union européenne ou même territoire européen, ou hors Union européenne, là, il faut qu'il sollicite le contrôle médical afin d'obtenir une autorisation. Il a aussi l'obligation, le salarié, donc, de se présenter aux convocations du contrôle médical et il doit s'abstenir de toute activité non autorisée par le médecin prescripteur, rémunérée ou non. Il a également des obligations vis-à-vis du service administratif de la caisse de MSA. Donc, il doit adresser son bulletin d'hospitalisation en cas d'hospitalisation et toujours respecter ce délai d'envoi de 48 heures qui suit la prescription médicale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de non-respect du délai d'envoi de l'arrêt de travail, il y a des sanctions qui peuvent s'appliquer, qui peuvent réduire, voire même supprimer le montant des IJ. Merci Magali. Nous avons une question. Alors, dans quel délai doit-on transmettre le bulletin d'hospitalisation au contrôle médical, sachant qu'il est souvent donné à la fin de l'hospitalisation? Alors, pour le bulletin d'hospitalisation, il n'y a pas de délai imposé de 48 heures, comme c'est le cas pour un arrêt de travail. Le bulletin d'hospitalisation peut être envoyé jusque dans les 2 ans qui suivent l'hospitalisation, mais le mieux est de l'envoyer le plus rapidement possible dès que l'hôpital le fournit aux salariés. D'accord, merci. Alors, on a quelquefois des questions relatives au délai de carence. Peut-être aujourd'hui, c'est l'occasion, Sylvie, de refaire un petit point là-dessus. Oui, en fait, il y a une application du délai de carence de 3 jours pour tout arrêt initial. Par contre, lorsqu'il s'agit de prolongation, il n'y a pas de carence. Dans le cas où le salarié est arrêté pour une affection longue durée ou des soins continus de plus de 6 mois, le délai de carence ne s'applique que sur le premier arrêt initial et pas sur les arrêts suivants durant une période de 3 ans. Dans le cadre d'un congé maternité, il n'y a pas de carence pour le congé pathologique de 14 jours, ni non plus de carence sur le congé légal maternité. Merci Sylvie. Je n'ai pas de questions pour l'instant supplémentaires sur le contour administratif des arrêts de travail. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage sur cette partie administrative des arrêts de travail. Je me tourne maintenant vers vous, Véronique, pour connaître quels sont les attendus du contrôle médical en matière d'arrêt de travail, justement. Alors, pour le contrôle médical, je vais reprendre certains des éléments qui viennent juste d'être mentionnés. Le contrôle médical va prendre connaissance des éléments d'ordre médicaux qui ont été mentionnés par le prescripteur, va vérifier les informations que l'on peut avoir autour des autorisations de sortie, autour des motivations de sortie du territoire et aura à statuer sur une convocation au contrôle médical. Dans ce cas-là, l'assuré, le patient, devra se rendre à cette convocation sous peine des sanctions qui ont été précédemment mentionnées. À côté de ça, le contrôle médical a une activité
on va dire, de vérification ou de clarification sur la gestion des arrêts de travail qui vont concerner certains des motifs d'arrêt. Notamment, les arrêts maladie de moins de 2 mois auront une surveillance particulière, ainsi que les arrêts maladie qui arrivent à échéance, une échéance qui aurait été préalablement fixée par le médecin conseil au vu des éléments médicaux. Également, certains arrêts qui sont soumis à une échéance de fin de droit administratif vont faire l'objet d'une surveillance particulière. Enfin, le contrôle médical met en place des actions sur certains arrêts particuliers, comme les arrêts de travail répétitifs, qui peuvent être le témoin de difficultés que peut avoir à surmonter le patient. On peut avoir aussi des actions particulières sur certaines pathologies, comme les arrêts qui sont prescrits pour des pathologies lombaires mécaniques, des arrêts de travail qui dépassent les 12 mois, des arrêts de travail qui sont prescrits pour des affections psychologiques ou psychiatriques vont faire l'objet de convocations particulières. Enfin, le service du contrôle médical, parce qu'il échange avec le médecin traitant, les médecins spécialistes, parce qu'il a donné un avis sur les reprises en temps partiel thérapeutique, parce qu'il décide de la stabilisation d'un état de santé, parce qu'il aura à statuer éventuellement sur une pension d'invalidité ou un taux d'incapacité, va faire le lien avec le médecin du travail, le travailleur social et d'autres parties prenantes dans ce que l'on va commencer à appeler la prévention de la désinsertion professionnelle. D'accord, alors justement, vous évoquez cette PDP, prévention de la désinsertion professionnelle. Marie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit, s'il vous plaît? Oui, donc la prévention de la désinsertion professionnelle est une des missions socles des services de santé et sécurité au travail. Il s'agit de permettre le maintien des personnes dans leur emploi, ou si ça n'est pas possible, à tout le moins de les maintenir dans l'emploi. Et ça va de la prévention des risques professionnels à l'aménagement du poste de travail. Très bien. Alors, un salarié qui ne bénéficie pas encore d'indemnité journalière, mais qui est dans une situation un petit peu à risque, comment vous intervenez pour prévenir un éventuel arrêt de travail? Alors, il y a plusieurs moyens. Déjà, il y a les visites périodiques au cours desquelles on peut détecter des signes de risque de désinsertion. Les visites de mi-carrière qui se font vers l'âge de 45 ans, qui ont pour objectif de faire un point sur la carrière du salarié et de voir s'il va pouvoir y rester encore pendant les 20 ans à venir. Et les visites à la demande, que ce soit à la demande du salarié s'il rencontre des problèmes ou à la demande de son employeur. D'accord, très bien, merci. Ensuite, donc, quels sont les mécanismes qui existent pour favoriser le retour à l'emploi après un arrêt assez long? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, l'employeur peut proposer à son salarié un rendez-vous de liaison auquel il va inviter le service SST et ça nous permettra d'expliquer aux salariés quels sont les mécanismes qui permettront le retour au travail. Et pendant l'arrêt de travail, on peut avoir une visite de pré-reprise qui se fait à la demande soit du médecin traitant, du médecin conseil ou du médecin du travail et qui permet d'envisager les modalités de la reprise. Alors, il arrive que vous ayez besoin de travailler évidemment en collaboration avec d'autres services. Je pense notamment à la cellule du maintien à l'emploi. Estelle, vous représentez aujourd'hui cette cellule. Est-ce que vous pouvez me dire comment s'articule justement cette collaboration avec les autres services de la MSA? Oui, en effet, le service d'action sanitaire et sociale, donc en l'occurrence les travailleurs sociaux, s'associe au service de santé et sécurité au travail ainsi que au service de contrôle médical. Dans le cadre de notre mission commune et transversale qui est à la prévention de la désinsertion professionnelle, du coup, un travail commun est engagé au travers de cette cellule afin d'accompagner étroitement nos affiliés de manière pluridisciplinaire et en croisant nos compétences techniques métiers.
La genèse des signalements, elle peut être diverse. Il peut s'agir de demandes directes des assurés lors de visites médicales, lors d'accompagnements sociaux initiés ou déjà engagés, mais également initiés par l'employeur ou des partenaires. On a parlé tout à l'heure de Cap Emploi. Toujours, et ça j'insiste, avec l'adhésion verbalisée de la personne concernée. Pour ce faire, pour que le signalement soit effectif, une fiche de signalement est disponible afin de recueillir les éléments de la situation et qui est adressée à une adresse générique à notre caisse. Dont les destinataires sont les référents de notre cellule et ces référents, ils sont au nombre de 4. Donc, on a un référent de l'action sociale, on a un référent préventeur, un référent du médecin conseil et un référent médecin du travail. L'intérêt, c'est que lors d'instances, nous puissions ensemble présenter ces situations signalées, en l'occurrence les plus complexes, pour appréhender ensemble et dans un plan d'action concerté entre nos services, la question du maintien et de proposer un plan d'action adapté dans cette mission transversale de prévention de désinsertion professionnelle. Merci Estelle. Alors, je ne vois pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est vraiment le moment tant que tous nos experts sont ici pour répondre. Voilà, donc on va attendre un petit peu que vos questions arrivent. Par ailleurs, je m'interroge, Véronique, en cas de signalement de faute ou d'abus de la part d'un employeur, comment réagit le contrôle médical? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le plus souvent, donc, ce signalement va arriver au service du contrôle médical et, bien entendu, le dossier va être soumis au médecin conseil qui décidera ou non de réaliser une convocation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura pas de retour qui sera fait à l'employeur. Le médecin conseil traitera le dossier, suivra l'arrêt de travail, mais ne fera pas de retour à l'employeur. Et ensuite, il peut y avoir également un contrôle externe réalisé donc pour vérifier la présence du patient, de l'assuré à son domicile. Il faut savoir quand même que tout employeur peut mandater une expertise à ses frais auprès d'un médecin privé. Merci beaucoup. Alors, quel délai pour refus de prise en charge d'IJ ou pour prescription de temps partiel thérapeutique émis par le contrôle médical? Quel est le délai? Alors, pour moi, il y a 2 questions. Donc, la première, c'est donc quel délai pour le refus d'IJ? Voilà. Alors, on n'a pas de délai pour le refus d'IJ. On peut, en théorie, faire un refus d'IJ au moment où on le reçoit. Mais il faut savoir quand même que le contrôle médical a quand même un devoir d'accompagnement de la population et ne prend pas de décision, contrairement au droit commun, ne prend pas de décision dans le passé. Donc, il ne fera pas de refus dans le passé, mais il fera un refus pour le futur. Et des délais raisonnables sont appliqués en concertation, on va dire, avec la disponibilité du médecin du travail. Parce que très souvent, un refus d'indemnité journalière s'accompagne d'un accompagnement du salarié par la médecine du travail. Et notre contrainte va bien être la disponibilité des médecins du travail. Bien. Volontairement, je ne donne pas de délai. Mais on est sur 4 semaines environ. 4 semaines, d'accord. C'est raisonnable. Alors, on revient à la cellule de l'emploi, du maintien à l'emploi, Estelle. Est-ce que l'employeur peut solliciter cette cellule? Oui, comme je l'ai dit précédemment, l'employeur peut solliciter cette cellule directement en ayant l'adhésion préalable, bien sûr, du salarié. Il me semble que vous allez partager l'adresse générique de Alors, notre justement, on ne cellule. l'a pas fait, mais on vous fait tout de suite. On vous Voilà. partage l'adresse. Donc, bien évidemment, utilisez cette adresse pour revenir vers nos services et en l'occurrence cette cellule
Mais bien sûr qu'il y a la possibilité que l'employeur fasse ce signalement ou d'ailleurs communique directement avec la cellule pour des questions diverses au-delà des signalements, mais toujours, j'insiste, avec l'adhésion de nos affiliés. Merci beaucoup, Estelle. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions, que ce soit sur les arrêts de travail, sur la cellule qu'Estelle vient d'évoquer? Alors, quels sont les délais actuellement de versement des IJ suite au dépôt de la DSN événementielle et de la prévoyance, s'il vous plaît? Alors, actuellement, on est à peu près à 20 jours. 20 jours. Merci, Sylvie. Sauf, bon, ce délai peut être rallongé quand il y a un souci par rapport à un arrêt de travail qui n'est pas conforme ou parce qu'on a un arrêt de travail qui est manquant, donc on a une interruption sur la période. Il peut y avoir d'autres facteurs qui rallongent le délai. Merci, Sylvie. Quelle est la durée minimale et maximale d'un mi-temps thérapeutique? Alors, il y a deux réponses, une côté SST, une côté contrôle médical. Côté contrôle médical, la durée minimum, je ne la connais pas. En théorie, ça peut être une journée. Et la durée maximum, elle n'apparaît pas non plus réglementairement parlant pour les salariés. Pour les exploitants, le maximum est à 9 mois. Pour les salariés, il n'y a pas de durée maximum, mais il faut savoir que tous les régimes de sécurité sociale s'accordent à respecter un délai maximum de 1 an pour des raisons administratives de réouverture de droit. Donc, on va dire qu'un mi-temps thérapeutique ou un temps partiel thérapeutique ne dépassera pas 1 an dans la majorité des cas. D'accord. Et quel est le délai pour prendre cette décision, justement? Également, c'est assez difficile à répondre. On sait que le délai est important pour la mise en place de cet aménagement dans le cadre de l'entreprise. On ne maîtrise pas toutes les phases et toutes les étapes, puisque le médecin du travail doit intervenir après la décision du médecin conseil. Il faut savoir quand même que c'est une décision conjointe, hein. C'est à la fois un accord côté médecin conseil, une possibilité côté médecine du travail et quelquefois aussi un conseil du côté du médecin traitant. Donc, c'est plutôt un avis conjoint. Et côté contrôle médical, il faut savoir que si un temps partiel thérapeutique est considéré comme un arrêt de travail, puisqu'une partie est rémunérée par l'assurance maladie, il est considéré aussi comme une reprise, comme un moyen de retourner au travail et de mettre les meilleures chances possibles de son côté pour pouvoir reprendre un travail dans de bonnes conditions. Donc, un médecin conseil est, on va dire, exceptionnellement défavorable à la mise en place d'un temps partiel thérapeutique. Et vous nous envoyez effectivement souvent les personnes pour qu'on puisse aménager le temps partiel thérapeutique. Il y a d'une part la faisabilité dans l'entreprise et d'autre part l'état de santé de la personne. On regarde si au fil des mois, la personne pourra reprendre à temps plein ou si son état est fixé, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on ne va pas pouvoir la faire reprendre à temps plein avant un long moment. Et à ce moment-là, on en fait la réponse au médecin conseil qui statue, lui, ensuite sur les modalités de reprise du salarié. D'accord. Alors, devons-nous systématiquement faire la déclaration de prévoyance ou pas besoin? Je crois que ça fait le lien avec la réponse de Sylvie tout à l'heure. La déclaration de prévoyance par rapport à quoi? Pour les IJCPN, non, peut-être, c'est ça. Maintien de toute salaire, façon, peut-être par rapport peut-être au maintien de salaire. Est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît? Ou dans le cadre du temps Ah. partiel thérapeutique, peut-être? Peut-être. On va attendre que la personne... alors, par rapport aux IJ prévoyance, on nous dit. Oui, je Bah, pense. Vas-y, Sylvie. Non, vas-y, Magali, je t'en prie.
Non, mais parce que je voulais dire que certains contrats prévoyants on a besoin des salaires spécifiques. Et pour d'autres contrats prévoyance, c'est le même, on prend la même base de salaire que les IJ par obligatoire. Après, j'ai pas en tête pour quel contrat il nous faut les spécifiques ou non. Donc, si Sylvie, tu les as, Non, je mais veux bien. par contre, c'est pour le temps partiel thérapeutique, ce sont des attestations spécifiques par rapport à l'information qu'il nous faut pour la perte de salaire. Il nous faudra la perte de salaire pour la part obligatoire et pour la part complémentaire. Mais à ce moment-là, on revient directement vers vous en tant qu'employeur pour demander ces informations. Bien, merci. Ensuite, on nous demande que faire entre la prescription médicale du temps partiel thérapeutique du médecin traitant et les avis du contrôle médical. Alors, j'ose espérer que dans la plupart des cas, ils se superposent. Quand ils ne se superposent pas, on va dire que c'est l'avis du médecin conseil qui prévaut, puisqu'il stoppe des IG, on ne peut pas laisser la personne sans revenu. D'accord. En cas de recours par l'employeur à un médecin privé extérieur pour une expertise, le médecin conseil de la MSA est-il tenu informé des conclusions ou alors l'employeur doit-il se tenir informé lui-même? Alors, dans le cas du recours par un employeur à un médecin privé, la MSA ne sera pas mise au courant, hein. C'est comme s'il y avait un contrat entre les deux parties dont la MSA ne fait pas partie. Le médecin conseil de la MSA sera informé uniquement si l'employeur le mentionne et en informe le médecin conseil de la MSA. D'accord. Oui. Alors, est-il prévu d'adapter le site Internet pour la déclaration de perte de salaire dans le cadre du temps partiel thérapeutique? Qui est-ce qui peut nous répondre à ça? Quelle est la difficulté sur le site Internet? Il ne doit pas y avoir l'information pour l'instant. Oui, pour le moment, Sylvie, si je me trompe pas, pour le moment, la mise à jour n'est pas prévue. Le développement n'est pas prévu, en tout cas prochainement, rapidement. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? On arrive à la fin du timing annoncé. Alors voilà, s'il y a d'autres questions, on peut déborder un petit peu, hein, mais voilà, si vous avez terminé, peut-être qu'on va conclure. Est-ce que vous voulez rajouter peut-être quelque chose les unes ou des autres? Non? Bon, eh bien, écoutez, on va conclure. Je me permets de vous rappeler, donc, on vous a mis le lien en début de conversation pour le questionnaire de satisfaction. Pour ma part, je vous remercie à tous pour votre connexion et bien sûr, je vous remercie donc les expertes d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir bien présenté toutes ces notions. Voilà, hop, je prends au vol une dernière petite question. Où pourrons-nous retrouver ce webinaire? Alors, vous avez bien sûr accès à tous nos webinaires depuis le site internet de la MSA, que ce soit Midi-Pyrénées Sud ou Midi-Pyrénées Nord. Merci à tous et bonne journée. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.